D'accord, on va faire un petit tour du monde des QE et des QI en 60 minutes. Et c'est donc, je vais commencer par la partie QI. Qui n'a pas pris son dictionnaire quand il a reçu l'invitation? 1, 2... Ouais, il y a des menteurs là-dedans. Je suis sûr qu'il y a des menteurs là-dedans. Bon, la 6J, c'était quoi? C'est l'alignement des planètes. Bon, je pense que maintenant tout le monde a pris son diplôme, donc tout le monde le sait. Pourquoi l'alignement des planètes? Puisque vous savez que depuis quelques mois, on ne parle que de ça dans les milieux économiques. C'est soi-disant la baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro va nous apporter de la croissance. Les miracles ont lieu, même en économie, et surtout quand ce n'est pas la période, c'est-à-dire quand ce n'est pas le mois de décembre. Là, nous sommes en début d'année, donc le Père Noël est soi-disant déjà passé, et pourtant, il paraît qu'il y a un alignement des planètes qui va nous rendre de la croissance. Alors, il est évident que c'est quelque chose qui ne marche pas, j'en ai parlé plusieurs fois. Vous savez que la baisse du prix du pétrole, quand vous étiez à 40 $, sur le WTI, ça rendait à un utilisateur normal d'une voiture, ça rendait 180 € l'année. Là, vous êtes tous devenus riches, vous ne le saviez pas. Et donc, vous avez une excellente occasion de vous acheter une paire d'Adidas fabriquée en Chine. Comme ça, ça nous donne un petit peu plus de PIB en Europe. Donc, ça ne marche pas. C'est peut-être là où quand même encore préciser quelques... Parce que vous savez, la vocation des économes-là, c'est d'être un think tank pédagogique. Il ne faut pas aussi hésiter à nous arrêter lorsqu'on est un peu elliptique, ou voilà, où on parle avec des termes techniques. C'est peut-être juste avant d'aller plus loin, l'occasion de rappeler à tout le monde ce qu'est la richesse créée dans nos pays riches, avant tout. Parce qu'on vous dit pouvoir d'achat. Pourquoi on parle de pouvoir d'achat? Parce qu'en fait, vous savez, on mesure la richesse créée dans nos pays à travers le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises sur un territoire. Mais il faut avoir en tête que le PIB dans les pays riches, c'est à peu près 2 tiers de consommation de qui? De vous. 2 tiers consommation des ménages. Si vous ajoutez à cela vos comportements en tant qu'investisseur, que vous soyez ménage ou entreprise, vous obtenez 80 à 90% du total. C'est pour ça que c'est important d'avoir en tête, lorsqu'on parle de croissance ou de richesse créée, il faut avoir en tête, si vous voulez faire de la prévision, que l'objectif numéro 1 que vous devez remplir, c'est bien d'essayer de comprendre l'évolution de vos comportements à venir. Et c'est ça, c'est vos comportements de consommateurs, vos comportements d'investisseurs qui vont déterminer votre capacité à créer de la richesse ou non. C'est pour ça que Olivier évoquait la notion de baisse du prix du pétrole. Bien entendu, la baisse du prix du pétrole, elle vous rend automatiquement un peu de pouvoir d'achat. Vous êtes censé pouvoir consommer, sauf que si vous n'avez pas trop confiance en l'avenir, après on pourra spéculer sur le fait que vous avez raison ou pas d'avoir confiance en l'avenir. Pensez là à la votation. Mais globalement, si vous n'avez pas confiance en l'avenir, vos 180 €, vous ferez quoi de toute manière? Mais vous les mettrez sur l'oreiller, vous les retrouverez pas sous forme de richesse créée. Et si vous avez raison d'être défiant de l'avenir, j'aurais envie de vous dire, vous avez raison. Parce que ça veut simplement dire à tout le temps, lorsque vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, il est plutôt raisonnable d'avoir un comportement un peu plus prudent. Donc il ne faut pas toujours les stigmatiser. C'est juste un petit point pédago avant d'aller à la deuxième. Alors, on va commencer notre tour du monde par les États-Unis, ça ne vous étonnera pas, c'est quand même le pays leader. On a, en tout cas, ont beaucoup cru à une reprise américaine suite au quantitative easing. Le quantitative easing, c'est quoi? C'est la planche à billets, hein, c'est M. Bernand et ensuite Mme Yellen qui descendent à la cave et qui impriment. Donc, on a cru, certains ont cru, que ça allait relancer et auto-générer de la croissance aux États-Unis et donc, par la diffusion de la croissance américaine au reste du monde. Alors, malheureusement, on peut voir qu'ils n'ont réussi qu'une seule chose. Avec la planche à billets, ils n'ont réussi qu'à reflatter les actifs boursiers. C'est-à-dire qu'ils ont fait augmenter les actions, ils ont fait augmenter les obligations, ils ont fait augmenter une partie de l'immobilier, ils ont permis
depuis 2011 au pétrole notamment, de tenir sur des niveaux élevés. Mais tout ça, c'était artificiel. Vous aviez pendant ce temps-là des matières premières un peu moins financiarisées qui étaient toutes en baisse, et en forte baisse. Pourquoi en forte baisse? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'activité. Quand il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de demande. Quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas les prix qui montent en général. D'accord? Donc vous étiez, et alors certains ont découvert récemment que la Chine ne faisait pas 7% de croissance, alors qu'on leur disait depuis un bon moment que, vu la tête des principales matières premières, elle ne pouvait pas faire 7% de croissance. Mais il fallait y croire. Et donc... alors, il a aussi un point d'éclairage sur le sujet Chine, matières premières. Oui, tout le monde vous dit, vous savez, on a vécu dans un monde absolument extraordinaire où les prix des matières premières ont doublé, triplé entre 2002 et globalement fin 2011 et 2012. Est-ce que vous savez qui consomme les matières premières sur cette planète? La Chine, bravo. Vous avez déjà regardé des conférences précédentes, c'est pour ça. Oui, la Chine, oui, mais dans quelle proportion? Un marché, un ensemble des prix des matières premières, industriel, on va prendre. Vous avez une idée? Un seul acteur, plus de 40%. Il sait. Bravo. Plus de 40%. Un acteur consomme plus de 40% de l'ensemble des matières premières industrielles dans le monde. C'est la raison pour laquelle, quand tout le monde se gargarise depuis 3 ans avec la reprise de la croissance mondiale, etc., il y a un très bon indicateur qui vous donne, qui est un thermomètre globalement de l'activité mondiale, c'est celui justement des matières premières. Des matières premières non financiarisées, des matières premières qu'on utilise lorsqu'on veut répondre à une demande. Pour construire une offre, on consomme des matières premières pour répondre à une demande. Lorsqu'il n'y a pas de demande, ben on n'a pas besoin de construire plus d'offres, et à partir de là, on consomme moins de matières premières, et les prix ils font quoi? Un rapport offre-demande, il y a moins de demande et globalement une offre qui est stable, dans ces cas-là, les prix baissent. La réalité, c'est que l'indicateur matières premières, depuis fin 2011, début 2012, il ne cesse de baisser. Nous sommes rentrés dans un vaste mouvement de déflation du prix des matières premières à partir de début 2012. Donc c'est la raison pour laquelle on doit mettre en avant ce phénomène qui est un phénomène structurel, un phénomène sous-jacent, du ralentissement séculaire, je dirais, de la croissance mondiale, en lien avec plusieurs choses. Le fait que nos pays riches, je préfère dire nos pays vieux, parce qu'en réalité, vous verrez tout à l'heure, il y a un lien très fort sur notre incapacité à créer plus de richesses en lien avec le vieillissement de nos populations. Mais d'une part, en gros, le monde industrialisé n'arrive pas à lancer la machine, en dépit d'être descendu dans sa cave, imprimer des billets de banque et les donner aux États pour les distribuer ou pour les dépenser. Et de l'autre côté du monde, des pays émergents qui poussent, voire qui s'en veulent. Et la raison est simple, c'est qu'on vous a vendu pendant très longtemps la théorie du découplage, savoir que le monde riche, ça veut dire plus de 20 000 $ de richesse créée par an par habitant, était globalement déconnecté du monde émergent avec comme leader et locomotive la Chine. La réalité, c'est que c'est faux. Ces pays-là sont encore aujourd'hui dépendants du client final, et le client final, c'est qui? Bien, c'est vous. Pour aborder les grandes thématiques du pétrole, pourquoi le pétrole a baissé, pourquoi le pétrole est remonté, quels sont les enjeux. Je pense qu'avant tout, vous le savez, le pétrole c'est le centre de l'économie, c'est la révolution, l'arrivée du pétrole et la révolution énergétique, les différentes révolutions énergétiques qui ont fait la croissance qu'on a connue au cours du XXe siècle notamment. Et aujourd'hui, la question de savoir ce que va devenir l'avenir du pétrole est une question cruciale. L'avenir de l'énergie de façon générale est crucial pour savoir ce que peut faire notre économie. Bon, ok, on va essayer d'être un peu positif, parce que ça veut dire que pour l'instant on est content qu'on ait choisi une salle où il n'y a pas de fenêtre, parce que le discours de Olivier et Pierre n'était pas forcément très positif, mais comme il le disait très justement, il faut poser les bons diagnostics si on veut prendre les bonnes décisions. Pourquoi le prix, on joue ou on joue pas. Pourquoi le prix du baril de pétrole a chuté de plus de 50% en 2014? L'Arabie Saoudite produit à peu près 10 millions de barils par jour. Donc ça veut dire que si on réduit notre production de 10%, le prix du pétrole va se stabiliser, voire même remonter, parce qu'on se retrouvera en situation extrêmement tendue avec toute capacité de production excédentaire. Donc l'Arabie Saoudite va dire, moi, je garde ma ressource, je garde mes revenus parce que la hausse du prix du pétrole que ça va entraîner compense la baisse de volume, je joue le jeu, je réduis la production.
Là, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé dans une situation où le déséquilibre était tel que l'Arabie Saoudite, si elle réduisait sa production même de 20%, se retrouvait dans une situation où elle n'était pas sûre que le prix remonte. Et donc à ce moment-là, elle se dit, mais moi je perds des parts de marché qui vont être prises par les Américains avec leur pétrole de schiste, et je ne vais pas regagner en prix ce que je fais en envolée. Et donc elle dit, bah là, je joue plus. Et donc elle dit, bah, soit vous jouez le jeu avec moi, elle s'est tournée, il y a eu des négociations avant la conférence de l'OPEP à Vienne, il y a eu des négociations au Venezuela, il y a eu des discussions avec la Russie, pour essayer de demander à d'autres pays s'ils voulaient bien faire un effort pour eux aussi réduire leur production avec l'Arabie Saoudite, auquel cas l'Arabie Saoudite aurait accepté de réduire sa production. Les autres n'ont pas voulu jouer le jeu, et donc l'Arabie Saoudite a dit, eh ben moi je ne baisse pas mon prix. De toute façon, l'Arabie Saoudite a le prix de production au monde qui est le plus faible, qui est situé aux alentours de 10 $ le baril. Elle a des réserves de change absolument colossales du fait des très forts prix qu'elle a pu pratiquer ces dernières années. Donc elle dit, bah, moi je peux supporter un prix du baril à 40 $, à 30 $, à 20 $ pendant 5 ans s'il le faut, de façon à tuer les acteurs du marché qui sont les plus faibles et à pouvoir reprendre la main, conserver ses parts de marché et à ce moment-là inonder le marché avec son pétrole. Historiquement, c'est déjà arrivé. Alors voilà, un petit flashback avec ce graphique très très compliqué que a priori vous ne devez pas arriver à lire, donc je vais vous l'expliquer. En 1981, les prix du pétrole, après le second choc pétrolier 79, atteignent un plus haut à 105 $. Puis ils baissent de 10 $, de 105 $ à 95 $. Que fait l'Arabie Saoudite? Décide, pour soutenir les prix, de faire baisser leur production. Entre 81 et 85, la production de pétrole de l'Arabie Saoudite baisse de 60%. On passe de 10 millions de barils à peu près 4 millions de barils par jour. Qu'est-ce qui se passe sur les prix? Les prix baissent eux aussi de 60%. Cumuler les deux, les revenus de l'Arabie Saoudite sur le pétrole ont baissé de 80% entre 81 et 85. Donc aujourd'hui, s'ils ne sont pas sûrs que cette baisse va être compensée par une augmentation du prix, ils n'y vont pas. Et c'est ce qui s'est passé le 27 novembre 2014. Mais à partir de 95-97, on voit qu'il y a déjà une première divergence. Il y a des pays qui croissent nettement moins vite, France, Allemagne, Italie, jusqu'en 2007. Il y a des pays qui croissent à très grande vitesse, Espagne, Grèce, qui montent très très vite, et le Portugal qui commence à imiter l'Espagne, mais qui à partir de 2002-2003 freine et va connaître des problèmes économiques extrêmement importants. Puis, troisième période, à partir de 2007-2008, l'Italie régresse. L'Italie se retrouve aujourd'hui, à peu de choses près, au niveau de 1999-2000. La Grèce, on le sait, a connu, à cause de la crise grecque, une chute de sa production extrêmement forte. Et le Portugal et l'Espagne, en réalité, stagnent. Donc on voit qu'il y a bien des problèmes qui sont extrêmement spécifiques et que l'on va évidemment retrouver si on regarde maintenant le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est encore plus spectaculaire, surtout comparé à celui d'Allemagne. Alors, première chose, la catastrophe italienne. La catastrophe italienne, on voit que l'Italie a eu un PIB qui a baissé en début de période, donc de 89 à 92, qui est resté à peu de choses près stable en termes réels jusqu'en 2003-2004, et qui, après 2004-2005, baisse à tel point qu'aujourd'hui, par habitant, l'écart avec l'Allemagne est de plus de 30%, ou de moins 30%. On voit la trajectoire dont je vous avais parlé pour l'Espagne, la Grèce et le Portugal, et on se rend compte qu'en fait, il y a un pays qui, bon an, mal an,
maintient son niveau par rapport à l'Allemagne, à nouveau c'est la France. Là, ça pose un véritable problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces différents pays? Si vous voulez, c'est une variation de l'écart avec le niveau. On voit très bien que la France maintient un écart positif avec le niveau de l'Allemagne pour le PIB par habitant, qui est assez important. Les Pays-Bas aussi. Bon, par contre, tous ces autres pays, ils étaient évidemment à des niveaux inférieurs et on voit qu'ils régressent fortement. Le problème, c'est que en France, on a maintenu à partir de 2000-2001 un taux de croissance relativement élevé parce qu'on a fait du déficit budgétaire. En fait, c'est essentiellement le déficit budgétaire qui a porté la croissance au moment où l'Allemagne, elle, faisait de l'ajustement très fortement. Donc, elle avait un taux de croissance nettement plus faible, mais il faut faire attention. Ça date même d'avant les mesures Schröder. Parce que les mesures Schröder, c'est 2003-2004. Ça commence, le processus commence en 99-2000, en réalité. Et donc, la France, jusqu'en 2007-2008, s'est dit, d'accord, je vais avoir un déficit budgétaire plus important que l'Allemagne, mais ça va me permettre d'avoir une croissance plus importante. Pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs d'Emmanuel Todd, il y a eu quand même énormément de livres sur la question du modèle allemand. Le problème, c'est qu'en France, il faut que l'on ait une croissance relativement forte, tout simplement parce que, bon an, mal an, il y a 2 fois à 3 fois plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail en Allemagne. C'est ça. En réalité, la divergence très forte que l'on a entre la France et l'Allemagne, entre les stratégies macroéconomiques françaises et allemandes. Oui. Les banques slovènes ont connu en 2011-2012 un petit peu un écrotard, un petit problème de liquidité. À l'époque, ça ne coûtait pas grand-chose de les renflouer, de l'ordre de peut-être 4 milliards. Mais on a décidé de ne pas le faire parce qu'on s'est dit que ça aurait créé un précédent. Et pendant qu'on ne donnait pas l'argent aux banques slovènes, ce qui a empêché tout investissement dans ce pays. Et vous voyez que l'investissement montait très haut en 2008 et s'effondre complètement. C'est effondré. Et ça, c'est de façon totalement, vive l'Europe, c'est de façon totalement délibérée. Et le plus scandaleux, c'est que pendant qu'on coupait les vivres aux banques slovènes, la BCE faisait discrètement un chèque à l'Irlande pour lui éviter la faillite. Car les Irlandais, ils n'y sont pas allés par quatre chemins. Ils ont dit à l'époque, c'était Trichet. Oui. Voilà. C'est simple, la semaine prochaine, nous, on fait comme l'Islande, on fait défaut. Et donc, la BCE a trouvé une bidouille pour faire une avance de trésor qui n'apparaisse pas comme une subvention ou une injection directe à l'Irlande. L'Irlande était sous les feux des projecteurs et toutes les multinationales ont leur siège en Irlande. La Slovénie, alors ça, eux, ils se sont débrouillés, on leur a coupé les vivres et voilà, c'était un petit peu quand même 2 poids 2 mesures.